Sud Radio, Berkov dans tous ses états. Nous sommes en guerre. Nous allons donc provoquer l'effondrement de l'économie russe. Ah, ça va me coûter combien? Nous vivons, et cela pas simplement depuis cet été, ces dernières années, la fin de ce qui pouvait apparaître comme une abondance. Il y a 2500 études dans le monde qui montrent que plus on travaille, plus on émet du carbone. Nous sommes dans une guerre hybride. Lâchez nos utérus. Effectivement, choisir sa vie, choisir sa mort, c'est un débat, j'allais dire presque millénaire, mais aujourd'hui qui est réactualisé par des propositions de loi, par des changements. Comment et cette question à la fois métaphysique, à la fois juridique, à la fois existentielle, comment la vit-on, comment doit-on la vivre, on en parle. Et puis on va faire un très grand débat sur l'Ukraine. Vous savez que demain, c'est le premier anniversaire de l'invasion de l'Ukraine par la Russie, 24 février. Et dès aujourd'hui, nous allons recevoir Pierre Conessa qui vient d'écrire, auteur de Dr Saoud et Mr Djihad, qui est un grand spécialiste de la défense, qui a été haut fonctionnaire au ministère d'ailleurs. Nous allons recevoir Charles Danjou, qui est président de Omerta et qui vient de sortir le magazine Ukraine, la vérité qui dérange. Et enfin, David Carbonel, qui est un Français résident à Odessa, qui est boulanger et qui est dans l'humanitaire là-bas et qui va nous faire raconter son témoignage. À tout de suite. Sud Radio, Berkov dans tous ses états. Un ministre de 22 ans, contrôlé positif à la cocaïne, a été condamné ce lundi, donc lundi dernier, à 15 mois de prison ferme par le tribunal correctionnel de Puy-en-Velay. Voilà, il avait été déjà condamné en avril 2022 à une peine avec sursis pour conduite sous l'emprise du cannabis. Là, c'était effectivement de la cocaïne. Il a été testé positif. Comparution à délai différé, prison préventive, et il est là, incarcéré. Donc, 15 mois de prison ferme depuis lundi dernier. Alors, pourquoi je parle de ça? Je parle de ça parce que il a été donc arrêté, jugé, et il est en prison. Et il n'a tué personne, il n'a pas eu d'accident, il n'est pas rentré dans la voiture de quelqu'un, il n'y a pas eu 3 blessés graves, un homme qui se trouve toujours en réanimation, son fils de 6 ans et une femme enceinte qui a perdu son bébé. Le papa et son fils sont, vous le savez, dans une autre histoire, dans un état grave. Pourquoi je veux pas en parler plus? Pourquoi je veux pas citer le nom qui est sur toutes les lèvres et qui fait 24 heures sur 24 tous les médias depuis quelques jours? Pour une raison très simple. On a envie pour une fois, que la justice suive son cours. Qu'on ne donne pas 400 millions d'alibis, de réclamations dans un sens ou dans l'autre. Qu'on n'aggrave pas ça avec « oui, mais il y a la pédopornographie »,« oui, mais ceci »,« oui, mais cela ». Ce qui est terrifiant, c'est qu'on a envie vraiment, et on se demande, et on dirait que c'est un vœu pieux, ce que je dis, presque une espèce de naïveté, que la justice suive son cours. C'est simple, hein? Que justice soit faite, à égalité pour tout le monde, que vous soyez puissant ou misérable, showbiz ou pas showbiz, etc. Que quand on ne prend pas la voiture, effectivement, sous stupéfiant. On ne fait pas ça. Et puis, de toute façon, on n'a pas, nous, à juger des sanctions. On verra après ce qui se passe. Mais écoutez, l'impunité, les différés, les alibis, les excuses, les explications psychiques, psychologiques, très bien, très bien. En attendant, il y a une famille entière déchiquetée, décimée. Alors, encore une fois, une chose très simple, que justice soit faite et que nous cessions d'être refaits. Voilà. Pas plus, mais sûrement pas moins. Sud Radio, Berkov dans tous ses états, le fait du jour. Si on nous demande toujours, et philosophiquement depuis le début, depuis que vous êtes adulte, depuis qu'on est adulte, de choisir sa vie, ça s'appelle la liberté. Peut-on choisir sa mort? Vaste débat qui existe depuis très longtemps. Et depuis qu'un certain Henri Caillavet, un sénateur, a fondé en France l'association pour le droit à mourir dans la dignité. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? On va en parler avec Pierre Juston, mais auparavant, pourquoi on en parle? Parce que
Il y a une convention citoyenne avec 184 participants, convention citoyenne sur la fin de vie, et ces participants se sont prononcés majoritairement en faveur d'une évolution de la loi pour une aide active à mourir. Alors, Pierre Juston, bonjour. Bonjour. Vous êtes administrateur de la DMD. Qu'est-ce que ça veut dire exactement, aide active à mourir? Qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie simplement une aide active à mourir, que la personne, c'est la première condition, c'est importante, la personne qui a toute sa lucidité, qui est face à une fin de vie difficile, avec une maladie incurable, avec des souffrances inapaisables, puisse, lorsqu'elle est confrontée à cette situation dramatique, avoir le choix de pouvoir effectivement avoir un parcours, par exemple, de soins palliatifs, on pourra en parler, mais aussi avoir le choix. C'est important, les soins palliatifs. C'est décisif, c'est très important dans ce débat. Et puis par ailleurs, qu'elle puisse avoir le choix, ce qui n'est pas possible aujourd'hui, si elle le souhaite, de partir en choisissant le moment et la manière, dans le cas que j'ai indiqué tout à l'heure, avec les conditions que j'ai indiquées tout à l'heure. Alors justement, on sait que depuis 2016, il y a la loi Claes-Leonetti qui permet d'aller jusqu'à une sédation profonde et continue de certains malades jusqu'à leur mort, sans pour autant permettre de provoquer activement leur décès ou de leur en donner les moyens. Ce que vous voulez, vous, c'est de permettre de provoquer activement le décès et d'en donner les moyens. Exactement. Nous, ce qu'on veut, c'est la fin d'une forme d'hypocrisie. Si vous voulez, la sédation profonde et continue peut être une solution pour un certain nombre de personnes. Mais on se rend compte qu'il y a beaucoup de personnes pour qui ça n'est pas une solution, et dans beaucoup de cas dans lesquels ça se passe mal. Qu'est-ce que c'est la sédation profonde et continue? On vous endort, on vous donne un cocktail pour vous endormir, comme quand vous avez une opération générale. Oui. Et puis, on va arrêter de vous hydrater, on va arrêter de vous nourrir, et vous allez mourir d'une certaine manière de votre maladie ou d'une insuffisance rénale. En principe, c'est souvent le cas. Et donc, il n'y a pas d'aide active à proprement parler, mais on a bien mis en place un protocole pour que la personne, elle meure. Donc, il y a une forme d'hypocrisie à ne pas aller jusqu'au bout des choses. C'est déjà une aide active à la mort, quoi. Bien sûr, sauf que ça n'est pas vraiment actif, et on laisse malheureusement des gens dans des situations qui sont parfois cataclysmiques, et c'est pas la faute des soignants du tout, c'est la faute à cette loi qui est parfaitement incomplète. Et par ailleurs, cette loi, elle est incomplète parce qu'elle ne s'est pas accompagnée des moyens suffisants pour les soins palliatifs. Nous, à la DMD, nous sommes pour la légalisation d'une aide active à mourir, ou la dépénalisation d'une aide active à mourir, comme c'est le cas dans beaucoup de pays européens aujourd'hui. La Belgique, notamment. La Belgique, la Suisse, oui. Récemment l'Espagne. Vous voyez, il y a un certain nombre de pays, les Pays-Bas, Luxembourg, on pourrait en citer beaucoup, et puis au niveau international encore plus. Et puis à côté de ça, un vrai financement des soins palliatifs, de manière à ce que la personne, elle ait sa liberté de choisir. C'est un concept qui est important. Il n'existe pas de vrai financement des soins palliatifs aujourd'hui. Bien sûr que si, mais c'est absolument insuffisant par rapport à d'autres pays. Je vous donne un seul exemple. En Autriche, lorsque nous, il y a un an en arrière, un peu plus, nous discutions de la proposition de loi d'Olivier Fahlorny, qui avait courageusement proposé qu'il y ait enfin cette loi-là, qui n'a pas été votée parce que c'était dans une niche parlementaire, c'est un peu technique, et qu'il fallait jusqu'à minuit, et ça n'a pas été le cas à cause d'une obstruction parlementaire. On a vu ça pour d'autres lois. Exactement, c'est l'actualité, mais parce qu'il y a une obstruction parlementaire de quelques députés. En Autriche, dans le même moment, ils ont légalisé l'aide active à mourir, et en même temps, ils ont financé les soins palliatifs. Un financement qui était colossal par rapport au financement français proportionnellement. Donc ça marche sur deux jambes pour vous, les soins palliatifs et l'aide active à mourir. Et il ne faut pas opposer les deux. Et le problème dans ce débat, à mon sens, c'est qu'on oppose artificiellement les soins palliatifs et leur financement. Il y a des départements ruraux, moi je viens d'Occitanie, je viens de Toulouse, il y a des départements ruraux en Occitanie dans lesquels il n'y a pas d'unité de soins palliatifs. Il y a des lits de soins palliatifs, mais il n'y a pas d'unité. Donc il faut développer les soins palliatifs pour que tout le monde ait accès aux soins palliatifs. C'est dans le droit d'ailleurs, normalement, l'accès universel. Donc il faut en faire une réalité, ça veut dire des financements. Et puis de l'autre côté, puis une vraie formation aussi, pour qu'il y ait une vraie culture palliative, qui est chez les soignants l'infusion d'une culture palliative. Et puis de l'autre côté, l'aide active à mourir. Pourquoi opposer ces deux choix-là? Ce sont des choix. Moi, je ne sais pas, j'ai pas de certitude en la matière en ce qui me concerne. Ce que je sais, c'est que face à la maladie, j'ai envie d'avoir le choir quand malheureusement ce jour-là arrivera. Alors le problème qui est posé depuis longtemps d'ailleurs, ce n'est pas nouveau. Pierre Juston, déjà on l'avait posé depuis enfin des décennies et autres. Oui, on peut se dire, mais il y a des gens qui disent, mais comment éviter les dérives? Et c'est très important, comme vous le savez, c'est-à-dire vous dites, la personne qui est effectivement dans sa lucidité, dans sa conscience, disons conscience, choisit effectivement de faire ce qu'il est faire. Et encore une fois, moi j'ai eu un exemple familial, c'était aux États-Unis, en Oregon, où la personne, une de mes proches a choisi effectivement de partir selon cette méthode, en tout cas selon la loi dans l'État d'Oregon. Mais comment être assuré que cette personne est lucide? Comment ne pas
parce qu'on les pense toujours à certains de la famille qui peut-être sont animés de moins bonnes intentions que d'autres, qui disent écoutez, ça fait des mois quand même, etc. Comment faire qu'il n'y ait pas une persuasion plus ou moins, je ne dirais pas criminelle, non, mais enfin plus ou moins perverse, qui amènerait des gens à dire oui, je veux en finir, alors que c'est pas vrai du tout. Vous avez entièrement raison, mais deux choses. Vous êtes déjà, et vous le dites, vous êtes l'exemple, comme beaucoup de Français qui avaient un proche qui malheureusement a été confronté à une situation dramatique et a dû faire un choix. Et beaucoup de Français s'en rendent compte. Beaucoup de Français se rendent compte aussi depuis des années qu'en France, ce choix-là, il n'existe pas. Et donc que des personnes décident à leur place de la manière dont elles doivent mourir. Et ça, c'est absolument indigne. Ce qui est indigne, c'est ça. S'il n'y a pas des morts indignes, parce que souvent on nous fait ce procès-là à la DMD, nous disons que l'indignité, c'est de ne pas laisser le choix à la personne. Oui, mais quand elle n'a plus le choix. Et alors, pour répondre à votre question, justement, bien sûr, les dérives, c'est quelque chose qui est une crainte légitime, et il faut entendre cette crainte. Mais je vais vous dire quelque chose, les dérives aujourd'hui, elles ont lieu en France. Elles n'ont pas lieu en Belgique, qui a légiféré depuis 20 ans, et qui a un système qui fonctionne globalement très très bien, avec un contrôle a posteriori, un contrôle a priori, avec des psychologues, avec des médecins qui vérifient. Vraiment, on voit bien sûr, famille, on vérifie qu'il n'y ait pas de pression, parce que s'il y a des pressions de la famille, pour reprendre votre exemple, qui est l'exemple qu'on entend le plus souvent, effectivement, eh bien, il ne pourra pas y avoir d'accès à l'aide active à mourir. Et c'est ce qui différencie un certain nombre de pays, notamment et de la Belgique. La Belgique, il y a un vrai accompagnement des personnes. Et que ce soit l'accompagnement à la vie, l'accompagnement à la fin de vie, encore une fois, ces deux choses ne s'opposent pas. Et quand il y a un accompagnement, il y a une vérification que la personne, elle ne subit pas de pression, sa liberté de conscience n'est pas entravée pour X raisons, et qu'elle fait bien ce choix en connaissance de cause. Puis vous savez, c'est pas je demande le lundi une euthanasie ou un suicide assisté. On pourra revenir sur la distinction entre les deux. Oui. Et le mardi, je bénéficie d'une aide active à mourir. Pas du tout. Ça prend du temps, il y a un dossier, il y a un protocole qui est lourd. Évidemment, en France, il faut qu'il y ait un protocole qui permette de vérifier toutes ces conditions à l'évidence. Et aujourd'hui, les dérives, elles ont lieu en France, parce qu'on sait qu'il y a énormément d'euthanasie clandestine. Et là où il y a une dérive, c'est que parmi ces euthanasies clandestines, il y a des euthanasies sur des personnes qui ne l'ont pas demandé. Et ça, c'est une dérive. Et ça existe. Bien sûr que ça existe. Ah ouais. Bien sûr que ça existe. C'est terrible. Enfin, et donc aujourd'hui, les dérives, elles ont lieu en France parce que cette liberté, quoi qu'on pense, c'est une liberté fondamentale, elle n'est pas encadrée. Alors justement, Pierre Juston, dites-moi comment ça se passe, puisque on a l'exemple de la Belgique qui est proche de nous. Combien de temps, par exemple, à supposer que quelqu'un dise voilà, moi je veux effectivement que l'on m'aide à mourir de la façon la plus, hélas, la moins terrible possible, enfin la moins. Et comment ça sert? Combien de temps ça prend entre, par exemple, quelqu'un qui le demande et quand on fait cet acte? Alors, ça va dépendre des cas. Il y a des gens qui sont dans des situations assez extrêmes, qui se trouvent dans des fins de vie à très très courte échéance, et dans lequel, effectivement, même si toutes les vérifications sont faites, qui sont accompagnées par les médecins, ça peut aller un peu plus vite, parce qu'on considère, évidemment, chaque cas est unique, évidemment. Unique, ouais. Et puis il y a des personnes qui, dès lors qu'elles ont une maladie incurable qui est déclarée, par exemple une maladie terrible que je connais un petit peu, qui est la maladie de Charcot, parce que j'ai accompagné des gens qui avaient malheureusement des maladies de Charcot, où on leur donne un pronostic, on leur dit, voilà, vous avez entre temps et temps à vivre, voilà comment vous allez mourir, vous allez progressivement vous enfermer dans votre corps, et puis vous allez finalement à un moment donné plus parler, plus pouvoir rien faire, être enfermé et vous étouffer et mourir étouffé. Il y a des gens qui disent simplement, écoutez, moi je veux aller le plus loin possible, je vous donne un exemple, ça peut être autre chose, je veux aller le plus loin possible, mais à un moment donné, quand ça suffit, je veux avoir la possibilité, en ayant fait tout le dossier, en ayant eu qu'il y ait toutes les vérifications et tous les critères qui soient appliqués, entre guillemets, appuyer sur le bouton, c'est une technique, c'est un propos qu'on entend souvent, et pouvoir partir tranquillement. Et vous savez, il y a des gens même, je vais vous dire, qui changent d'avis au dernier moment. Et c'est très bien d'ailleurs. C'est ça la liberté de conscience de la personne, et qui face à la situation, finalement, se disent non, j'ai réfléchi. Et à l'inverse, le premier euthanasié en Belgique, c'était un prêtre, vous voyez, qui était plutôt contre. Et donc, des gens qui changent d'avis à l'inverse et qui disaient, moi jamais je ne voudrais bénéficier d'un truc pareil parce que c'est contraire à mes convictions, mais au dernier moment, face à la souffrance atroce et face à un certain nombre de choses que la personne ne pouvait plus supporter, elle était contente de pouvoir bénéficier de ce protocole. Et donc, juste pour revenir juste à la question que vous avez répondu en grande partie, cette aide active à mourir, cette activité consiste quand même à bien contrôler que le sujet ait toute sa conscience. Ah, c'est très important, parce bien évidemment. Ça reste vraiment la question qui, évidemment, elle doit vous être très souvent posée, mais elle est posée. C'est la condition sine qua non. C'est ça, parce que c'est vraiment la liberté de l'individu qui est en question, et non pas... Et alors, effectivement, c'est vrai que quelquefois, on voit des gens qui sont dans le coma depuis 15 ans, et on se demande, dans un coma absolu, enfin, c'est... Alors, quelle différence
soyons précis, Pierre Juston, entre euthanasie et suicide assisté. Alors, si vous voulez, les conditions sont les mêmes. Souvent, les termes font peur. Hein. Ces termes-là font peur. Euthanasie, ça fait peur. Alors, ça fait, je rappelle que euthanasie, hein, la racine grecque, ça veut dire belle mort. Hein. Donc, c'est pas la question d'euthanasier justement quelqu'un contre sa volonté. Ce serait un assassinat, un crime. Donc, c'est pour ça que ça fait peur. Mais là, il s'agit pas de ça, bien évidemment. Suicide assisté, ça fait peur parce qu'on pense au suicide. Et on pense aux personnes qui sont suicidaires pour un chagrin d'amour, pour quelque chose dans la vie. Il s'agit pas de ça. Les conditions restent les mêmes. Maladie incurable, la liberté de conscience de la personne et des souffrances réfractaires. Donc on est dans ce cadre-là. Après, c'est simplement technique entre les deux. L'euthanasie, c'est un soignant, c'est un tiers qui va pouvoir faire le geste pour la personne, si elle le souhaite, ou si elle n'est plus en capacité matérielle de le faire. Quand vous vous trouvez enfermé dans votre corps, que vous n'êtes plus en capacité de le faire, il faut bien qu'il y ait quelqu'un qui puisse le faire pour vous. Oui, parce qu'il peut y être quelqu'un qui ne peut plus parler, bien sûr, qui ne peut même plus s'exprimer. Et c'est là que rentre en compte ce qu'on appelle les directives anticipées qui existent et donc nous on veut développer. C'est l'ADMD qui particulièrement fait la communication. Vous insistez sur les directives anticipées. Bien sûr, qu'on rédige donc en amont et conditions. Si je me retrouve dans ce cas-là, j'ai pas envie de pouvoir continuer, et donc si on n'est plus en capacité matérielle de le faire, c'est quelqu'un d'autre qui pourra le faire. Le suicide assisté, c'est beaucoup plus simple. C'est que vous êtes en capacité matérielle de le faire, c'est ce qui existe notamment en Suisse, et donc vous avez un mécanisme qui vous permet simplement de prendre le produit qui va vous permettre de partir quand vous le souhaitez. C'est vous-même qui le faites. Simplement, vous êtes accompagné, c'est quelqu'un qui vous fournit le produit. Après, évidemment, vérification, protocole de tous les éléments dont on a parlé tout à l'heure. Non, j'ai eu d'ailleurs, je vais vous dire, l'un de mes meilleurs amis, paix à son âme, il est parti après, et lui, il voulait effectivement partir parce qu'il sentait diminuer, mais en France, c'était pas possible. Non, bien sûr. Et je me rappelle qu'il me dit, mais trouve un médecin. Je lui dis, attends, je vais pas trouver de médecin, quoi. Bien sûr, et dans un état laïque dans lequel la personne a son autonomie, parce que cette idée de processus de laïcisation, on fait pas forcément le lien entre les deux. Hein. Ce sont deux sujets distincts. La laïcité, c'est un sujet, le droit de mourir dans la dignité, c'est un autre sujet. Mais pour moi, c'est un combat laïque, le droit de mourir dans la dignité. Henri Caillavet, d'ailleurs, l'envisageait comme ça, on en a parlé tout à l'heure. Pourquoi ? Parce que c'est l'autonomie de l'individu qui ne va pas se faire imposer un dogme, mais qui va pouvoir choisir pour lui-même quand c'est possible. C'est pas toujours possible. Et c'est un point important. Et dans la République française, dont on a ce bel idéal de liberté, d'égalité, de fraternité, mais aujourd'hui, on contredit cet idéal. Pas de liberté de choix, pas d'égalité parce que les gens qui ont les moyens d'aller à l'étranger, les gens qui ont les moyens d'avoir du réseau, avoir des médecins, eh bien, ils peuvent bénéficier de ça. Et puis les gens qui ne l'ont pas, ils peuvent pas. Et absence de fraternité, parce que bien évidemment, la personne qui est dans cette situation, c'est terrible. Après, on peut comprendre que des gens qui sont croyants, qui se posent des problèmes, et c'est tout à fait honorable. Il ne faut pas non plus rejeter dans les affres. Mais moi, il y a quelque chose qui m'a vraiment choqué. Alors, je peux vous dire par rapport à ça, c'est une chose m'a choqué. Le reste, ça se discute, et comme on dit, alors on dit un tournant a été pris. Mais lors de la session de dimanche, je faisais cette convention citoyenne. Les citoyens ont longuement, alors il y a vraiment à discuter des conventions citoyennes, parce qu'on en a vu certaines sur le climat et d'autres, bon. Mais enfin, admettons, les citoyens ont longuement débattu de la question des mineurs. À 56%, ils se sont prononcés pour que l'accès au suicide assisté leur soit aussi ouvert. Moi, j'ai été, je vous avoue, personnellement, extrêmement choqué par ça. Qu'est-ce que vous en pensez, vous ? Alors, par principe, on peut considérer que justement un mineur, par définition, il n'a pas sa liberté de conscience. Donc ça, on va être d'accord sur le principe, parce que par définition, à partir, l'ADMD, vous savez, la proposition de loi qu'on a faite, qui est disponible sur notre site, elle ne concernait pas les mineurs, elle concernait les personnes capables. Et donc on disait bien avec cette idée. En revanche, il faut le savoir, la sédation profonde et continue de la loi Claeys-Leonetti, et ils s'en sont aperçus à la Convention citoyenne, elle concernait tout autant les majeurs que les mineurs. Donc je pense que cette question des mineurs s'est posée, c'est une hypothèse en tous les cas, notamment pour cette raison-là. Moi, si vous voulez, mon avis personnel, c'est qu'il y a une différence entre un mineur de 12 ans et un mineur de 17 ans et demi. Je pense que... vous savez qu'il y a une tentation souvent suicidaire chez les mineurs, bien sûr, chez les jeunes. Bien sûr. Et il faut faire très attention parce qu'il peut arriver en disant... Nous sommes entièrement d'accord, et nous ne voulons pas ouvrir ce droit pour des personnes... Ce qui s'est passé avec les harcèlements sur le net bien sûr. Nous ne voulons pas que ce droit soit ouvert à des gens qui voudraient simplement suicider pour des raisons de chagrin d'amour, comme j'ai dit tout à l'heure, ou de harcèlement, ou de harcèlement, bien évidemment. Ce serait absolument absurde. Nous, on met bien comme condition d'une maladie incurable. Et malheureusement, les maladies incurables, les mineurs peuvent également avoir des maladies incurables et mourir dans d'atroces souffrances de la même manière que des majeurs et des personnes très âgées. Donc,
Moi, mon avis personnel sur la question, même si aujourd'hui, on ne débat pas des mineurs, on débat d'ouvrir cette aide active à mourir. Mais je suis étonné, vous voyez, je ne savais pas que la loi Claes-Leonetti concernait aussi les mineurs. En tout cas, il n'est pas précisé qu'elle ne concernait que les majeurs. Et donc, évidemment, elle concernait les majeurs et les mineurs. Oui, bien sûr. Donc, vous voyez, je pense que le débat est compliqué. Comme vous voyez sur la responsabilité pénale en droit des mineurs, on fait une distinction entre des mineurs très jeunes, des mineurs moyennement jeunes, on va le dire comme ça, et des mineurs beaucoup moins jeunes. Et donc, évidemment, quelqu'un qui aurait 17 ans et demi, qui est atteint d'un cancer terrible, en phase terminale et qui souffre atrocement. Il y a une différence à faire pour une personne qui a 17 ans et demi. À mon avis, il faudra des critères, si ça arrive jusqu'à là, qui sont très importants, notamment l'accord des parents ou d'autres choses très strictes. Et un mineur de 12 ans qui, à mon avis, n'a pas la faculté, en termes de liberté de conscience, d'envisager les conséquences que ça induit de faire ce choix-là ou pas, mais qui peut être tout autant touché malheureusement par une maladie incurable. Pour ça, Pierre Giston, c'est que c'est tellement grave et ça touche à l'essentiel, il faut bien dire. Il faut être extrêmement précautionneux dans ce qui va se décider là-dessus. On est bien d'accord. En tout cas, écoutez, à suivre, et vous faites, je dirais, un très bon travail, enfin, à mon avis, dans droit de mourir dans la dignité. Ce qui est très, très, très important, encore une fois, c'est non seulement la liberté, évidemment, mais les capacités de pouvoir l'exprimer et les moyens de pouvoir l'exprimer. C'est pour ça que la question des mineurs, elle est extrêmement grave. Il faut faire très attention. Mais vous, alors, vous allez continuer le projet de loi, vous allez continuer à vous battre pour ce projet de loi. Ah, bien sûr, nous nous battons depuis 43 ans, vous l'avez dit, c'est Henri Caillavet qui a été initiateur de l'association notamment. On se bat depuis 43 ans, on va continuer, et on continue très largement de se battre aujourd'hui pour qu'on ait enfin une loi de liberté dans ce pays. Liberté, ça ne veut pas dire libertaire. Liberté, c'est dans une logique libérale, c'est-à-dire une liberté qui est encadrée. Et quelles sont les chances aujourd'hui de voir ce projet de loi aboutir ? Vous savez, lorsqu'il y avait eu la proposition de loi d'Olivier Falorni, l'article 1 au moins avait été voté de cette loi, c'était sur l'aide active à mourir et le principe. Il y avait une immense majorité de députés, et ça c'est un point très important, c'est que ça dépasse les clivages politiques. C'est une question qui dépasse les clivages politiques, et de la France insoumise au Rassemblement national en passant par tous les palettes au milieu, je vous assure que je pense qu'on trouvera beaucoup de députés qui sont en faveur de ça et une immense majorité. Donc écoutez, à suivre, vous reviendrez pour en parler quand le projet de loi avec grand plaisir vont avancer. Merci beaucoup de m'avoir reçu. Le face-à-face du jeudi 23 février, à un an du début de la guerre en Ukraine. Nous recevons Pierre Conessa, ancien haut fonctionnaire au ministère de la Défense, David Carbonel, français résident à Odessa depuis le début du conflit. Il s'investit dans l'humanitaire sur place, et Charles Danjou, le président d'Omerta. À tout de suite sur Sud Radio. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Le face-à-face. Le face-à-face du jeudi 23 février avec Charles Danjou, président de Omerta, David Carbonel, français résident à Odessa, et Pierre Conessa, ancien fonctionnaire au ministère de la Défense, auteur de Dr Saoud et Mr Djihad aux éditions Robert Laffont. Bonjour à tous. Alors, demain, 24 février, cela fera exactement un an que la Russie est entrée à envahir l'Ukraine, avec tous les résultats, avec tous les développements, avec l'onde de choc mondiale, il faut le dire, que c'est devenu aujourd'hui. On va en parler, on va prendre le temps d'en parler avec des personnes qui connaissent le terrain. D'abord, effectivement, nous aurons Charles Danjou, qui est président du média en ligne Omerta, et qui vient de sortir, Omerta, le magazine, numéro 1 du magazine Omerta, effectivement consacré à l'Ukraine. Ukraine, la vérité qui dérange, avec justement Pierre Conessa, Henri Guénaud, Michel Onfray, Arnaud Klarsfeld, et puis Boris Gourdeau-Montagne et beaucoup d'autres, qui donnera effectivement, Charles Danjou est allé à plusieurs reprises effectivement dans le Donbass pendant assez longtemps, et il parlera de tout cela. Et nous aurons Pierre Conessa que nous attendons, qui arrive, qui est effectivement un spécialiste de la défense, qui a écrit Dr Saoud et Mr Djihad, entre autres ouvrages. Et puis David Carbonel est boulanger, il réside à Odessa depuis le début du conflit, et il s'est investi dans l'humanitaire. David Carbonel, bonjour. Bonjour. Bonjour, merci d'être avec nous. Alors, dites-moi, vous vivez à Odessa depuis combien de temps, David Carbonel ? À Odessa, je vis à Odessa depuis 5 ans et en Ukraine depuis une dizaine d'années. D'accord. Qu'est-ce qui vous a amené en Ukraine ? Le travail, si ce n'est pas indiscret de vous demander cela.
Écoutez, j'habitais en fait à San Francisco aux États-Unis et je suis venu en vacances. C'est pas à côté, ça. Ouais, c'est pas la porte non, à c'est côté. pas à côté. Ouais. C'est pas à côté. C'est un énorme changement. Et dès mes premiers pas dans la capitale Kiev, cela m'a plu énormément. Et puis j'ai loué une voiture, je suis allé me balader dans le pays. J'ai aimé la mentalité, j'ai aimé l'accueil des gens. Et puis petit à petit, j'ai commencé à planter mes valises et puis je suis resté. D'accord. Et vous avez exercé votre métier en Ukraine, votre métier de boulanger ou autre, je ne sais pas. En fait, je suis plus entrepreneur que boulanger. Je sais faire la boulangerie, mais je suis plus entrepreneur. J'ouvre des boulangeries, en fait, des boulangeries coffee shop. D'accord. En Ukraine. Voilà. D'accord. Et alors, depuis 1 an, justement, parce que ça fait pratiquement jour pour jour 1 an, comment vivez-vous, vous, la situation et comment la ressentez-vous ? La situation, elle est quand même difficile, c'est-à-dire il n'y a plus d'affaires à faire, de business. Les 2 commerces que j'avais donc sont fermés. Je m'en sers pour faire de l'humanitaire aujourd'hui. On vit pas dans le stress parce que les Ukrainiens sont des gens très courageux, donc ils communiquent très bien à tout le monde ce courage. Mais c'est vrai que c'est difficile, surtout quand la Russie bombarde les structures électriques, où on se retrouve sans lumière, sans chauffage pendant des jours et des jours, et surtout en hiver, où il fait quand même relativement très froid. Bien sûr. Et vous, quand vous dites, alors qu'est-ce que donc vous êtes non pas converti, mais enfin vous avez dans l'humanitaire, vous faites concrètement, vous faites quoi, David Carbonel, justement pour aider la population, On peut dire que c'est une conversion parce que je ne m'attendais jamais à être dans l'humanitaire dans ma vie. Ouais. Et ça m'est tombé dessus, comme la guerre, elle m'est tombée dessus. Ouais. En fait, j'avais beaucoup de stock. J'aimais bien avoir du stock de produits français parce que les boulangeries, coffee shop que j'avais, c'était sur les produits français. Donc, je faisais venir beaucoup de produits et j'aimais bien garder du stock. Et quand la guerre a commencé, au premier mois, je me suis dit, bon, soit je m'en vais... Et puis, j'ai attendu, j'ai regardé, je suis allé dans certaines villes qui étaient bombardées, qui étaient attaquées, et j'ai vu une misère de plus en plus évoluer. Et j'ai dit, bon, j'ai du stock, je vais m'en servir. Et puis, j'ai pris un véhicule utilitaire que j'ai ici, et j'ai commencé à le remplir. Et puis, je partais, je faisais des allers-retours 2-3 fois par semaine à des villes comme Nikolaïev, tout autour de l'Osta. Ouais. Et puis, quand le stock a terminé, j'ai commencé à appeler les grands producteurs français pour me faire offrir des palettes de nourriture, de médicaments, tout ce que je pouvais. D'accord. Et puis ça a marché, et puis voilà, je continue. Et aujourd'hui, j'ai monté une association, et puis j'ai des bénévoles avec moi, et puis... et vous continuez à distribuer, à recevoir et distribuer des aliments, etc. De la nourriture, on a switché, on cherche des générateurs électriques, en fait, parce que... Les aliments, là, en ce moment, c'est les générateurs électriques, parce que... Plus important. On va pas dire que c'est plus important, mais ça permet de pouvoir avoir un petit peu de chauffage, un petit peu faire des repas chauds. Et dans les petits villages. Dans les petits villages. Donc vous tournez en permanence comme ça, voilà. Et dans les villages, et vous ravitaillez, comme on dit, que ce soit en générateur ou en aliments. Est-ce que vous avez pensé à partir à un moment donné, très franchement, quand la guerre a déclaré? Vous savez, je suis pas soldat, je suis plutôt le genre de garçon qui aime la vie, qui aime s'amuser, qui aime les jolies femmes. Passer des moments avec les amis. C'est pas un péché, ça. Au contraire. Non, c'est pas un péché. Je dirais que c'est une qualité d'aimer la vie. Ouais. Et puis quand on entend tous les jours des missiles vous passer au-dessus de la tête et que ça explose à gauche à droite et qu'on voit les horreurs que ça crée, oui, j'y ai pensé. J'ai dit bon, peut-être qu'il faudrait que je parte. Et puis la famille, les amis, même les gens d'ici, mais pourquoi tu restes? C'est pas ta guerre. Et puis j'ai dit non, j'ai été accueilli à bras ouverts, avec beaucoup d'amour, je vais rester, je vais aider tant que je peux. Alors restez avec nous. Aujourd'hui, oui. Ouais. Donc restez avec nous. Je ne partirai pas. D'accord, et vous ne partez pas. Très bien, David Carbonel, restez avec nous. Alors nous accueillons donc Charles Langeau, vous êtes président d'Omerta, qui est une plateforme en ligne, c'est ça, un média online, comme on dit. Oui, un média digital, oui. Un média digital, et vous venez de sortir, bonjour, on accueille Pierre Conessa. Bonjour Pierre. Donc vous venez de sortir, je le rappelle, donc le premier numéro du magazine trimestriel Omerta,
Ukraine, la vérité qui dérange. Alors, Charles d'Anjou, vous n'êtes pas là seulement en tant que président d'Omerta, vous êtes surtout là parce que vous connaissez l'Ukraine. Vous avez été dans le Donbass dès le début de la guerre ou même avant, je crois. Et expliquez-nous ce que vous avez fait là-bas, ce que vous avez fait et puis ce que vous avez vu. Alors, je suis arrivé dans le Donbass à Donetsk plus précisément le 5 février. J'étais fixeur pour TF1, pour la grand reporter Lisan Boudoul. On est arrivé dans le Donbass pour faire une série de reportages qui devait faire un peu le bilan de ce conflit gelé entre l'Ukraine et les séparatistes pro-russes. On est resté février de 2022. Février 2022, voilà, on est arrivé. On a fait pendant une dizaine de jours des reportages sur l'état de la vie locale, la situation économique, militaire, etc. Et puis le 24 février à 5h du matin, Vladimir Poutine déclare la guerre. Et là, on comprend qu'on va rester longtemps. Et on est resté au final quasiment 3 mois. On a couvert toute la bataille. 3 mois. Voilà, tout le front de Donetsk à Lugansk, en particulier la progression des forces pro-russes vers Mariupol et la bataille de Mariupol, où on est en fait la seule équipe le 8 mars de télévision française et même européenne à être dans Mariupol. Dans Mariupol, oui. Et puis ensuite, j'ai effectivement j'ai prolongé l'aventure puisque, comme vous l'avez dit, j'ai monté le média digital Omerta et je suis retourné avec Régis Le Sommier là pour 2 reportages qu'on a réalisé. Un au mois de septembre pendant 3 semaines qui nous a amené sur toute la ligne de front de Lugansk à Donetsk à Melitopol jusqu'à Kherson, qui à l'époque était sous contrôle des forces russes. Et puis là, récemment, en début d'année, nous sommes rendus toujours avec Régis Le Sommier au nord de Bakhmout, sur la ligne de front près de Kremina-Svatovo, là où les Russes sont en fait en train de connaître des avancées, je dirais assez sensibles depuis près d'1 mois. Alors justement, vous avez donc eu le temps et d'observer et de voir, etc. Et ce magazine Omerta Ukraine, la vérité qui dérange, vous avez voulu sortir quoi? Vous avez voulu donner un autre point de vue que celui qu'on entend pour la plupart du temps dans la plupart des médias à propos de ce conflit Ukraine-Russie qui n'est pas prêt hélas, de voir la fin. Oui, en fait, on a voulu remettre un peu d'analyse rationnelle et factuelle dans en fait le traitement d'une guerre qui souvent est vue uniquement par le prisme de l'émotion et de l'idéologie. C'est-à-dire qu'il y a un certain nombre de choses qui sont passées sous silence ou de contre-vérités qui sont je dirais édictées à longueur de plateaux de télévision, en particulier sur les chaînes d'information continue qui ont fait de l'Ukraine leur thématique principale. Et je le dis parce que j'ai fait ces plateaux de télévision sur quelques chaînes d'information et j'ai entendu des choses parfois hallucinantes. C'est-à-dire qu'au mois de juillet, on m'expliquait que, alors que je résidais à Moscou, eh bien, devant les magasins d'alimentation à Moscou, il y avait des files d'attente, ce qui était totalement faux. Ou alors, j'ai entendu, par exemple, Bernard-Henri Lévy expliquer il y a 6 mois que les Russes étaient obligés de démonter des machines à laver le linge pour équiper leurs missiles en composants électroniques. Tout ça, c'est faux. La réalité, malheureusement, démonte souvent l'idéologie et la fiction, la guerre fiction, dirons-nous. Et on voit bien que le conflit est plus complexe, que le conflit dure et que les Russes ne vont pas lâcher. Alors, Pierre Conessa, bonjour. Bonjour. On vous a déjà reçu et toujours avec plaisir. Alors vous, à 1 an, effectivement, de l'ouverture des hostilités, en tout cas, disons-le, de l'invasion, de l'agression russe en Ukraine. Je me suis laissé dire que vous auriez dit sur le plateau, je crois, d'Europe 1, il faut quand même armer les Ukrainiens, il faut les armer, parce que la guerre doit retrouver un équilibre, ou alors ce n'était pas tout à fait ça. En tout cas, je voudrais savoir votre ressenti, votre analyse 1 an après sur ce qui se passe. Merci de votre invitation. Bon, je viens d'écouter ce que me disait M. Charles d'Anjou. Je trouve truculent l'idée que BHL ait regardé le démontage des machines à laver pour savoir que les Russes en faisaient des missiles. Donc, cet homme m'étonnera toujours. Bref, cela dit, moi, je ne suis pas un spécialiste de l'Ukraine ni de la Russie. Je me suis beaucoup plus penché par ma trajectoire politique sur le processus décisionnel ici et justement sur la fabrication de l'opinion. Or, on vit un moment justement où on a un méchant et un gentil, un très méchant et un très gentil, si vous voulez. Or, quand effectivement, l'autre fois, je discutais avec Régis Le Sommier, plutôt j'étais sur un plateau de télé, et donc je disais des arguments qu'avait développé pas seulement Régis Le Sommier, mais disons l'histoire longue de la Russie. Et l'intervieweuse m'interrompait la parole en disant « Mais ça, vous l'avez déjà dit. » C'est-à-dire que le seul fait
de présenter un argument ou simplement une comparaison en disant n'oubliez pas qu'on a envahi l'Irak sur la base d'un mensonge. Ah non, mais ça c'est pas la question. C'est-à-dire qu'on veut bien faire passer Poutine devant la Cour pénale internationale, mais pas George Bush. Donc, vous voyez, cette espèce de décalage. Deux poids, deux mesures, quoi. Oui, absolument. Mais parce qu'on est imprégné de bonne conscience. Si nous sommes le bien, on ne peut pas être fondamentalement méchant. Regardez, par exemple, un phénomène qui me fascine, qui a commencé à apparaître avec le 11 septembre. Le rôle des psys. Le rôle des psys, le 11 septembre, parce qu'évidemment, le traumatisme aux États-Unis avait été tel que. Bien sûr. Il y avait deux solutions. Soit on se disait pourquoi nous? Dans ce cas-là, il fallait s'interroger sur la politique américaine. Heureusement, les psys sont apparus sur les plateaux télé pour dire non, attention, vous êtes normaux, c'est l'autre qui est fou. Et vous avez le même processus aujourd'hui avec Poutine. Des tas de gens qui vous diagnostiquent Poutine, alors que Freud s'est toujours opposé à ce qu'on diagnostique un individu sans l'avoir rencontré. Donc vous avez les tenants de la paranoïa, les tenants de la schizophrénie, les tenants de, je sais pas moi, de la sénilité ou de la débilité. Oui, le cancer, il a grossi, etc. C'est fascinant que des gens viennent sur des plateaux. Mais ça prouve, si vous voulez, une transformation qui est assez importante et à laquelle vous participez, c'est que la guerre est devenue un spectacle en live qui se vit dans l'immédiateté. Si vous expliquez que les Russes ont été envahis 4 fois dans leur histoire, on vous dit mais non, ça n'a rien à voir. Ils sont fondamentalement agressifs. Voilà. Nous, personnellement, on n'y participe pas. Mais enfin, chacun voit son prix à sa part. Mais c'est ce processus-là qui m'a interrogé. C'est pour ça que. Alors, on va en parler. David Carbonel aussi avec nous. Pierre Conessa, Charles d'Anjou. On en parle après cette petite pause. À tout de suite. Et vous avez la parole sur Sud Radio 0826 300 300 pour interpeller nos experts sur ce sujet. On vous attend. À tout de suite sur Sud Radio. Ici Sud Radio. Les Français parlent au français. Je n'aime pas la blanquette de veau. Je n'aime pas la blanquette de veau. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Et nous sommes avec Pierre Conessa, ancien haut fonctionnaire ministère de la Défense, avec Charles d'Anjou, président de Omerta, et avec David Carbonel, qui réside à Odessa et qui s'occupe aujourd'hui, contraint et pas forcé, mais contraint, converti à l'humanitaire. On va en parler avec lui encore, David Carbonel. Mais Pierre Conessa, quand même, je veux bien que vous disiez oui, mais enfin, il y a le camp du bien et le camp du mal. Il y a eu quand même, il y a 1 an, une agression, et c'est pas les Ukrainiens qui ont envahi la Russie. Ah non, mais c'est indubitable, ça je suis complètement d'accord avec vous. Moi, ce qui m'intéresse, c'est comment on va trouver la ligne diplomatique qui permette de sortir d'un conflit. Si vous voulez, la différence quand il y a une guerre, c'est que quand vous êtes dans un pays démocratique, pour déclencher la guerre, il faut que la guerre soit démocratique. C'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait des gens qui vous convainquent que c'est véritablement indispensable. Quand vous êtes dans une dictature, c'est pas très grave. Le dictateur se lève un matin, il déclare la guerre, c'est pas grave. Mais chez nous, c'est ce processus de conviction qui m'intéresse. Parce que, évidemment, vous avez depuis 91, depuis la disparition de l'URSS, ce que j'ai appelé le phénomène de le complexe militaro-intellectuel. C'est-à-dire des gens qui vont venir sur des plateaux télé pour vous dire dans l'immédiateté, ah mais les Russes sont comme ça d'ailleurs, regardez, etc. Donc moi c'est ça qui m'intéresse, c'est-à-dire la légitimité ne vient plus de l'expertise, elle vient de l'apparition sur le plateau télé. Vous voyez ce que je veux dire? Et donc vous avez quelque chose qui est une transformation fondamentale où le politique est ficelé par ces prises de position qui se font sur des plateaux télé. Bon, BHL en est la caricature. Il revient de je ne sais quelle crise, j'en viens, j'ai vu, je connais les gentils, je connais les méchants, on ne peut pas ne pas. Vous avez l'argumentaire. Vous avez vu que cette audience n'est pas franchement, même s'il passe du matin au soir et puis d'autres du matin au soir, on a vu que les gens quand même réagissaient et qu'ils ne gobaient pas tout. Enfin, les gobes tout, il y en a heureusement de moins en moins. Bien sûr, bien sûr. Mais moi, c'est ce processus sociologique qui m'intéresse. On est quand même arrivé à la guerre de la Libye, si vous voulez, qui a été déclenchée par un individu qui a convaincu un président qui était en mal de notoriété pour arriver à créer finalement un chaos. Bon. Et quand on a ce chaos-là, on pourrait s'imaginer que l'individu disparaisse des médias. Pas du tout. Il en rajoute. Et donc, il revient de Kiev après avoir écrit Liberté, Égalité, Fraternité. Bon. Grand geste de résistance politique. Parce que, comme a dit le directeur d'un institut que je nommerai pas, il a dit, écoutez, c'est pas la réalité qui compte, c'est la perception de la réalité. Et nous allons leur donner notre perception de la réalité. Mais enfin, il y a quelqu'un qui vit aussi une réalité. Et David Carbonel, à Odessa, vous avez entendu les propos. Comment, qu'est-ce que cela vous inspire? Comment vous réagissez vous-même? Mais écoutez, vous parlez de BHL, c'est ce qu'il a écrit. En fait, c'est à Odessa. Il est venu faire un petit tour ici. Ouais. On en a eu pas mal en fait des politiques français qui sont venus faire des petits tours ici. Bon, ils s'intéressent pas spécialement à ce qui se passe vraiment. Ils viennent faire des photos. Ah, d'accord. Dans des endroits très tranquilles. Ouais. Ouais. Voilà. Pas trop, où les balles ne passent pas, ne sifflent pas les balles autour de leurs oreilles. Voilà, ouais, alors
les photos, je vais être peut-être méchant, mais les photos qu'on voit avec des destructions derrière eux, bon, ben, c'était des chantiers qui ont arrêté de travailler. Ouais. C'est pas là où se passent vraiment les choses, quoi. Ouais, c'est ça, c'est tout le problème du spectacle, effectivement, aujourd'hui. En tout cas, David Carbonel, voilà. restez avec nous, mais vous, en tout cas, vous continuez votre travail, vous continuez votre boulot, et bravo et respect pour ce que vous faites, en tout cas, parce que c'est très important. Charles d'Anjou, je voudrais qu'on creuse un peu. Vous avez dans ce magazine, il y a aussi bien Maurice Beaucourt de Montagne que Pierre Conessa, d'ailleurs on l'a dit, Henri Guénaud et autres. Au fond, vous personnellement, vous penchez quand même d'un côté ou pas? Non, côté russe ou pas? Non, moi, ce qui est intéressant de relever dans cette guerre, c'est qu'à mon sens, elle a 3 dimensions. Il y a une dimension qui est immédiate, c'est-à-dire la Russie en guerre contre l'Ukraine, pour une question territoriale, la Crimée, le Donbass, etc., le contrôle des zones russophones. Il y a une dimension qui est celle de l'affrontement indirect entre États-Unis et Russie, le prolongement de la guerre froide, en quelque sorte. Et puis, il y a une dimension aussi qui est plus profonde, c'est que je crois que cette guerre, elle est aussi un conflit entre le monde occidental et le reste du monde. Et le reste du monde, j'entends par là les pays qui en fait contestent l'hégémonie occidentale, et notamment contestent les valeurs. C'est-à-dire que on se rend compte que 80% des pays de la planète n'ont pas condamné l'agression russe en Ukraine, et laissent un peu la Russie en première ligne face au monde occidental, mais la soutient sur un plan parfois économique. On sait que la Chine, sans le soutien de la Chine, la Russie ne pourrait pas poursuivre la guerre, mais aussi sur un plan moral. C'est-à-dire que je crois que les valeurs occidentales que promeuvent les élites politico-médiatiques occidentales sont en fait rejetées par une partie du monde. Et cette guerre est à mon avis un basculement sur le plan des valeurs, sur le plan idéologique, et on entre dans une contestation généralisée. Mais alors, est-ce que c'est pas, alors justement, et je veux poser la question aussi à Pierre Conessa, est-ce que c'est pas un peu facile de jeter le bébé Occident avec l'eau du bain? Parce que c'est ce reste du monde où il y a beaucoup de choses à dire, parce que évidemment il faut mais il y a beaucoup de dictatures, il y a beaucoup d'autocratie, il y a beaucoup de gens que justement les pouvoirs et contre-pouvoirs, ça les intéresse pas du tout. Donc est-ce que ce n'est pas facile de dire à cet Occident? Et Dieu sait s'il y a des choses à dire sur ce qu'a fait l'Occident et les guerres de l'Occident. Je ne le défends pas de ce point de vue-là, loin de moi. Mais est-ce que c'est pas facile de dire, au fond, ça les arrange de dire que ces Occidentaux, avec leurs valeurs et certaines qu'on n'a pas du tout envie de les entendre, donc allez, si on peut les diminuer ou s'en débarrasser, ce serait pas mal. Non, mais je crois que le reste du monde voit parfois la duplicité, notamment des Américains, qui après 20 ans de guerre contre les talibans, en expliquant que c'était le mal absolu, etc., où en fait, en quelques semaines, s'il y a un accord avec eux. Et puis, je crois que sur la question des valeurs, vraiment, quand vous parlez à des Africains ou des Asiatiques ou des Arabes, vous leur expliquez que ils vous expliquent que l'idéologie, par exemple LGBT, etc., ils n'en veulent pas, et que malheureusement c'est ce qu'ils retiennent de ce qui ressort de l'Occident et des débats qu'on a chez nous. Je dirais c'est un rejet total. C'est un rejet total. Et la Russie, pour eux, c'est le premier rempart face à ce monde occidental et à cette idéologie. C'est pour ça que Vladimir Poutine, en bon politique d'ailleurs, insiste là-dessus dans chacun de ses discours. Il vient de le rappeler, oui. Pierre Conessa. C'est-à-dire que quand vous lui faites la liste LGBTQ, vous oubliez les plus. C'est-à-dire qu'en fait, on a ouvert une espèce de champ dans lequel on ne sait pas encore ce qu'on va mettre, mais qui est une espèce de pouvoir d'accusation sans limite. C'est-à-dire qu'on pourrait très bien mettre la défense des animaux pour condamner l'Espagne, on pourrait mettre la défense des escargots pour les mangeurs d'escargots, enfin j'en sais rien. Mais je veux dire, on est dans une espèce de processus justement où cette mise en accusation par l'Occident du reste de la planète se heurte aujourd'hui au fait que vous évoquez. C'est-à-dire eux, ils nous disent, attendez, vous avez fait une trentaine d'interventions militaires depuis la disparition de l'URSS. Ça, c'est votre guerre, c'est pas la nôtre. Et quand vous avez effectivement la Chine et l'Inde et puis d'autres grands pays comme le Nigeria qui considèrent que c'est pas leur guerre, ça veut dire qu'ils nous renvoient à ce qu'on croyait être notre monopole intellectuel sur l'Europe, sur le monde, et pour le dire, c'est là où vous vous débrouillez. Nous, on n'a pas l'intention d'appliquer l'embargo. Mais ça devrait être une espèce de retour sur expérience pour les Occidentaux, mais j'en suis pas convaincu. Parce qu'encore une fois, on s'appuie sur le fait que nous sommes le bien, nous sommes les valeurs. Rappelez-vous cette scène extraordinaire
Ou en 48, quand on adopte la Déclaration internationale des droits de l'homme à l'ONU, les 5 membres permanents sont la France et la Grande-Bretagne, les 2 grandes puissances coloniales de la planète. Vous avez la Chine qui est raciste, les États-Unis qui sont racistes et ségrégationnistes, la Chine de Chiang Kai-shek et l'URSS de Staline. Alors dans le genre, en politique étrangère, c'est faites ce que je dis, faites pas ce que je fais, quoi. Vous voyez. Bon, mais ça, cette espèce de retour critique, non. Il a fallu les guerres de décolonisation pour s'apercevoir que la colonisation, c'était pas bien. Oui, ça prend du temps. David Carbonel, votre réaction, votre sentiment? Écoutez, je suis assez d'accord avec ce que dit le monsieur. Au niveau de la guerre d'Ukraine, je pense que c'est une guerre très médiatisée. Donc moi, j'ai l'impression que c'est une guerre, elle est à la mode. Alors qu'il y en a des guerres depuis que l'humanité est là, et il y en aura toujours, et il y en a encore à côté. Il s'est passé des choses pendant la guerre en Ukraine où personne ne s'est intéressé, qui étaient assez importantes, mais voilà, la guerre de l'Ukraine, c'est la mode du moment. Oui, on choisit. D'ailleurs, c'est tellement vrai ce que vous dites que on parle d'une autre guerre oubliée, l'Arabie Saoudite et le Yémen. L'Arabie Saoudite bombarde le Yémen depuis 10 ans, 300 000 morts, hommes, femmes et enfants. Et je dois dire que l'écho médiatique est quand même assez à la mesure. Alors que voilà, il y a effectivement des guerres justes, des guerres injustes, des géométries variables. C'est l'indignation. Il y en a une. Oui. Il n'y a pas longtemps aussi l'Arménie. L'Arménie. L'Arménie est un pays voisin. On en a entendu parler peut-être 3 phrases. Oui, tout le monde s'intéresse à l'Ukraine parce que c'est la grande Russie, c'est le grand Poutine, donc tout le monde, et puis les États-Unis s'y mettent. Ils ont trouvé le moyen de faire une guerre à leur ennemi éternel, sans tuer un seul de leurs boys, donc tout le monde s'y intéresse. C'est à la mode, quoi. Ouais, comme quoi Tartuffe est vivant et vit un peu partout. Hein. Voilà. C'est ça. Voilà. Oui. Je voudrais intervenir une minute sur les caractéristiques de ce conflit. Vous avez 2 types d'interventions historiques importantes qui sont l'invasion de l'Irak et puis l'invasion de l'Ukraine. Bon. Et si on regarde le nombre de morts civils et le nombre de morts militaires des 2 côtés, quand vous êtes en Irak, il y a eu à peu près 100 000 morts causés principalement par les bombardements irakiens, évidemment, militaires et civils, mais il y a eu 5 000 Américains tués. Bon. Là, on est à peu près à 100 000. Ça veut dire que la guerre menée par les Russes n'est pas une guerre de bombardement préalable, de destruction absolue, comme ça s'est fait pour l'Irak. Et donc, on est sur des méthodes de conflit qui sont extrêmement pesantes pour la Russie. Beaucoup plus que ne l'était la guerre d'Irak pour les États-Unis. Donc, vous imaginez que si on ne prend pas en compte ces caractéristiques-là, on ne peut pas se rendre compte qu'est-ce que signifie cette guerre vue du côté russe. Parce que, encore une fois, il y a ce passé, ce temps long, l'impression que la Russie a toujours été ségrégée, qu'on n'a pas hésité à l'envahir, et que finalement l'OTAN est arrivé à ses frontières. Bon, mentalité d'assiégé. On va en parler tout de suite après cette petite pause. À tout de suite avec nos interlocuteurs et puis vous, les auditeurs de Sud Radio, qui poserez les questions qui vous intéressent. Vous pouvez nous interpeller sur ce sujet. Donnez votre avis au 0826 300 300. À tout de suite sur Sud Radio. Ici Sud Radio. Les Français parlent au français. Les carottes sont cuites. Les carottes sont cuites. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Et pas seulement moi, et la Russie, et l'Ukraine, et le monde, 1 an après le début du conflit. Et nous sommes en studio avec Charles Danjou, président de Omerta, avec Pierre Conessa, ancien haut fonctionnaire ministère de la Défense et écrivain, et avec David Carbonel, qui est en direct d'Odessa, qui réside à Odessa, et qui aide comme il peut ces populations, effectivement, sous la guerre. Alors, Charles Danjou, en fait, l'onde de choc, on le voit, elle est partout, mais non, ça va. Je dirais que ça va beaucoup plus loin que même que ce qui se passe là dans cette Europe de l'Est. Mais au fond, est-ce que pour vous, vous y êtes allé il y a pas longtemps, vous en avez parlé. Est-ce que c'est quelque chose qui va durer pour vous? Est-ce que c'est parti pour durer et peut-être déraper? On va pas faire de prédiction, mais quand même. Les 2 parties ont les moyens techniques, matériels pour que ça dure, puisque les Russes comptent sur leurs arsenaux gigantesques hérités de l'armée soviétique, puisqu'ils ont en fait tout conservé. Les munitions, les chars, les systèmes d'artillerie, tout a été conservé en parfait état. Donc, et en plus, ils ont une industrie d'armement qui travaille 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, notamment dans l'Oural à Nijni Tagil, dans les productions d'obus et de chars de combat de dernière génération, les Armata. Donc les Russes sont tout à fait capables de tenir sur la longueur sur un plan technique, les Ukrainiens aussi, puisqu'il y a les livraisons d'armes occidentales et de moyens techniques occidentaux. Mais surtout, ce qui est intéressant, c'est que les deux sont extrêmement déterminés, ont envie d'en découdre.
Et ça, je crois que ça ne faiblit pas ni d'un côté ni de l'autre. Et c'est quelque chose qu'on a du mal à comprendre dans le monde occidental, un peu, je dirais, qui baigne un peu dans le formol et dans le confort, c'est que les Slaves, et les Ukrainiens comme les Russes sont des Slaves, les Slaves vivent dans des sociétés modernes, puisqu'ils ont, depuis la chute de l'URSS, ils sont entrés dans le capitalisme, etc. Mais ils sont restés traditionnels dans leur tête. Ça veut dire que, en fait, il y a une dimension patriotique et on pourrait dire aussi virile qui fait que aucun des deux ne va se dérober pour aller à la guerre. Ça, c'est très important. On le voit sur la ligne de front, il y a des anciens. Il y a des gens qui arrivent, qui ont 60 ans, qui ont vous les avez vus d'ailleurs. On les a vus, voilà. Ouais. Ils sont dans le dernier reportage. Il y en a notamment un qui est vraiment sur la ligne de front, qui nous explique que, en fait, il en a discuté avec sa femme et qu'il a un petit-fils, mais il a décidé de partir parce que c'était maintenant ou jamais, etc. Donc c'est une décision personnelle. Puis vous avez des très jeunes, des gens aussi qu'on a vus, des volontaires, des mobilisés de 20 ans, et qui pour eux revivent un peu la guerre de leurs grands-parents, de leurs arrière-grands-parents. Et il est inconcevable pour eux de ne pas y aller, de se dérober tout simplement parce que ça ne se fait pas, et que dans leur tête ils sont un peu restés d'un côté comme de l'autre, comme on était en France dans les années 50, c'est-à-dire que dépositaires de la transmission, enfin des guerres près de exactement. Guerres. Et puis il y a des qualités aussi humaines qui font que ils ont accepté aussi leur mort, tout simplement parce que les Ukrainiens et les Russes sont deux peuples spirituels, sont deux peuples de croyants, et c'est-à-dire qu'ils pensent que quand ils vont, ils prennent des risques, ils vont peut-être mourir, mais que tout simplement, il y a après la mort, il y a quelque chose qui les attend. Et ça leur donne une force extraordinaire, cette spiritualité leur donne une force extraordinaire de se battre. Oui, il faut pas oublier cet aspect-là, c'est important. Pierre Conessa, guerre longue. Oui, guerre longue, mais comme dans toutes les guerres, si vous voulez, il y a un envahisseur et un envahi. Bon, et en général, quand l'envahi se défend pour défendre son territoire, il a plus de ténacité que l'envahisseur, parce que même si l'envahisseur, a fortiori, vient d'un pays où il y a 11 fuseaux horaires, c'est-à-dire qu'il arrive du Khabarovsk, sa motivation, si vous voulez, j'ai des doutes, même au-delà de toute l'histoire russe, c'est-à-dire qu'effectivement, qu'il y ait une résistance, l'identité nationale construite autour de ça, etc. Enfin, il reste que quand votre fils part pour aller se battre en Ukraine, dans quelque chose qu'on ne comprend pas très bien, je suis pas sûr que le moral, si vous voulez, de l'armée russe soit si important. Deuxième chose, on avait constaté au moment de l'Afghanistan, quand les Russes ont envahi l'Afghanistan, qu'effectivement l'armée rouge n'était pas cette espèce de rouleau compresseur qu'on imaginait, parce que finalement il y avait des problèmes de logistique, d'approvisionnement, et au bout de quelques années de combat, si vous voulez, les troupes russes ne sortaient plus des campements. Et à l'époque, ceux qui le disaient, en particulier Olivier Roy, quand ils arrivaient ici, on leur disait « Non mais attendez, vous êtes fous, vous vous rendez pas compte, l'armée rouge, enfin les programmes machin, les programmes ci, etc. » Donc il y avait une espèce de contestation du complexe militaro-industriel qui se refusait à constater cette chose. Chose qu'on constate aujourd'hui aussi en Ukraine, c'est-à-dire qu'effectivement, on a des problèmes qui paraissent étonnants dans une guerre comme celle-là. Deuxième chose, moi je trouve que la position de Macron est la position juste. Il fait comprendre dans son premier discours: nous soutiendrons l'Ukraine pour qu'elle ne perde pas cette guerre. Ça veut dire qu'il faut faire comprendre à Poutine qu'il ne gagnera pas cette guerre. Et c'est donc au moment où il se rendra compte qu'il ne pourra pas la gagner qu'il peut s'asseoir à une table de négociation. Alors ensuite, les compensations, les limites territoriales... Donc pour vous, il faut armer les Ukrainiens. Ah ben pour moi, effectivement, il faut les armer dans la proportion où ça leur permet de ne pas perdre la guerre. S'ils perdent la guerre, effectivement, là c'est la catastrophe. Mais c'est vrai qu'il y a un moment où, si vous voulez, il faudra considérer qu'il y a match nul, même si c'est l'Ukraine qui subit les destructions, hein, c'est pas la Russie. Mais enfin, faire comprendre la fermeté des Occidentaux pour dire qu'il ne faut pas que ce pays perde cette guerre est la seule manière d'engager une voie diplomatique. Bon, voilà, David Carbonel, comment les gens qui sont autour de vous, enfin dans les villes, dans les villages que vous voyez, ils supportent, ils sont tous, comme disait Charles d'Anjou, c'est un peuple effectivement très déterminé, très je dirais spirituel au sens spiritualiste du terme. C'est un peuple qui est prêt à se battre ou qui est quand même fatigué. Est-ce qu'on pourrait comprendre? Déterminé, résilient, c'est fatigués de se battre, non. Alors, ils en sont très très loin. Ouais. Et je doute qu'il y ait des négociations diplomatiques parce que je pense pas que M. Zelensky va lâcher la Crimée aujourd'hui. Ah oui, pensez qu'il ne va pas lâcher la Crimée. Non, je doute avec tout ce qui s'est passé. S'il rentrait dans les négociations, je pense qu'il perdrait son pays, en fait. C'est partisan, je vais dire. Pas le pays, mais c'est partisan. Parce que tout Ukrainien avec qui que je rencontre ou que ce soit même des gens, on va dire, politiques placés, parce qu'on m'a fait il y a 3 mois
conseiller international de l'humanitaire pour toute la région de Mykolaïev. Donc je travaille avec des gens qui sont placés, politiques, et puis je les entends parler. Il n'y a pas de négociation, on récupère tous nos territoires. Donc ils ont encore le courage d'y aller et je ne pense pas qu'ils vont baisser les bras. Qui vivra verra, effectivement. Ça, c'est l'avenir qui nous dira ce qui va véritablement se passer. Une seule chose avant de prendre les auditeurs. Moi, je suis très frappé quand même parce que incontestablement, on peut dire quel que soit que là, l'Ukraine, il y a la nation ukrainienne qui existe, qui a montré qu'elle existait, etc. Même si le Donbass, la Crimée, même n'y est plus, il y a un peuple ukrainien, il y a une nation ukrainienne. C'est le nation building qui s'est peut-être fait l'armée. Ce qui me frappe en France, c'est que ceux qui sont contre l'identité nationale, contre la nation, qui dit la France, mais qu'est-ce que c'est la France, ça n'existe pas, ce sont les mêmes qui disent formidable Ukraine, alors que ceux qui disaient mais non la France, le bignou, le béret basque, tout ça on n'en a rien à faire. C'est frappant, non, Pierre Connaissant? Oui, c'est vrai, mais si vous voulez, cette guerre a cette originalité que l'identité ukrainienne et le territoire ukrainien se recouvrent pas complètement. Oui. Parce que rappelez-vous quand même que c'est un territoire qui n'a pas cessé de translater entre le moment où il a été partagé, annexé par la Russie. Il a eu un court moment d'indépendance en 17, et puis ensuite il a été annexé par la Russie, et puis effectivement après avec la guerre la frontière s'est déplacée. Par exemple, phénomène très caractéristique, donc vous savez qu'avec l'Holodomor, cette famine organisée par Staline, il y a eu 1 à 2 millions de morts. Quand les Allemands envahissent l'Ukraine, ils sont pris pour des libérateurs. C'est pas qu'ils soient fondamentalement nazis, c'est qu'ils sont pris pour des libérateurs. Exactement comme dans d'autres pays, si vous voulez, où la nation opprimée, c'est le cas qu'on a connu en Yougoslavie, où les Croates opprimés par les Serbes se sont ralliés aux Allemands parce qu'ils étaient les libérateurs. Et donc ressortir ça après coup pour dire c'est des nazis, etc., ça fait partie du discours. Ils auraient pu se passer d'un certain nombre d'insignes, quand même. Oui, alors il s'est passé effectivement la réhabilitation après coup, si vous voulez, l'indépendance, de Bandera et autres, effectivement. Mais ça fait partie, encore une fois, de l'histoire dont il faut se parler entre soi. Que les Occidentaux n'ont pas besoin de soutenir Bandera pour défendre l'Ukraine. Encore une fois, on est sur quelque chose où il va falloir réécrire notre histoire, se remettre face à face, reparler du territoire. Moi, je pense effectivement que l'Ukraine, ils ont annexé un morceau de la Pologne en 45. Oui, les Polonais, ils n'aiment pas non plus. Bon, donc on ne va pas refaire le match à chaque fois. On va voir. Alors, je crois qu'on a beaucoup d'auditeurs. On a énormément d'auditeurs qui nous appellent au 0826 300 300. Et on commence avec Karim de Lyon. Bonjour Karim. Bonjour Karim. Bonjour Monsieur Berkov, bonjour à vos invités. Alors voilà, je voulais poser ma petite question. Tout à l'heure, je vous entendais parler des pays qui sont des dictatures. En gros, Russie, Chine, etc. Ma question était... Vous dites que ces pays sont soi-disant des dictatures, mais finalement, vaudrait mieux pas être conscient d'être dans une dictature plutôt qu'être soi-disant démocratie, mais ne pas avoir de contre-pouvoir. C'est-à-dire des faux opposants qui sont là que pour faire en sorte de réélire le mouvement en place, comme on peut voir avec Marine Le Pen ou autre. Oui, vaste question, mais je crois que quand même la grande différence, c'est que dans les vraies dictatures, on pourrait même pas avoir ni cette radio, ni cette discussion, Karim. Je sais pas, Charles d'Anjou, qu'est-ce que vous en pensez? Oui, moi je dirais ce qui est le plus intéressant, c'est pas à la limite de voir le régime politique ou qui est le dictateur ou l'autocrate ou le président en place. Ce qui est intéressant, c'est de voir c'est de prendre la température, le pouls des peuples. Et on le disait tout à l'heure, la Russie entre en guerre contre l'Ukraine et contre le monde occidental. Elle est un peu le porte-drapeau, même si la plupart des pays n'ont aucun intérêt en Ukraine. La plupart des peuples ne savaient même pas où était l'Ukraine sur une carte il y a encore un an. Elle est un peu le porte-drapeau des peuples qui disent non aux valeurs occidentales. Et ce n'est à mon avis que le début. Alors on va voir ça, oui. Merci Karim. Merci à vous. Lucien. On va tourner une rapide page de pub, on vous retrouve tout de suite après, toujours au 0826 300 300. À tout de suite sur Sud Radio. Ici Sud Radio. Les Français parlent au français. Je n'aime pas la blanquette de veau. Je n'aime pas la blanquette de veau. Sud Radio Berkov dans tous ses états.
13h45 sur Sud Radio. Vous avez la parole pour interagir avec nos intervenants 0826 300 300 et revenir sur le conflit ukrainien. Et on accueille Mehdi de Bordeaux. Bonjour Mehdi. Oui, bonjour Mehdi. Oui, bonjour à vous et vos auditeurs. Donc moi je voulais juste réagir par rapport au tout début de la guerre. Une fois que la guerre a commencé, la première chose qu'a commencé à faire notre doxa médiatique, c'est de museler Russia Today, Sputnik et TASS. Alors qu'on se dit les défenseurs de la liberté de presse, qu'il y a des gens qui sont morts pour des caricatures, qu'est-ce qu'on nous dit? Le message c'est que éteignez, bouchez-vous les écoutilles, n'écoutez que nous. Et ça c'est sidérant dans le pays de Molière, de Voltaire, de Montesquieu. C'est vraiment sidérant. Oui. C'est à se demander, et surtout quand on a des chaînes d'infos continues, et c'est à se demander qu'il n'y a pas une oligarchie médiatique ou des chaînes continues d'infos qui sont à la solde de l'idéologie de leur patron. Et je pense bien sûr, je peux le dire, M. Brahi et toute la compagnie. Écoutez, c'est une question qui se pose. C'est une question qui se pose. En tout cas, je dirais que la liberté d'expression ne se divise pas. Effectivement, la question que vous posez au niveau de l'interdiction de tel ou de tel, parce qu'à ce moment-là, si c'est une question d'argent étranger et autres, il faudrait interdire Al Jazeera, il faudrait interdire Al Arabiya, il faudrait interdire tel ou tel oligarque tchèque qui a des journaux, etc., etc. Enfin, je veux dire, où on s'arrête. Non mais je suis tout à fait d'accord avec vous, surtout que les Français en ont conscience que ce que commencent à faire les Français, c'est d'écouter des radios et des médias libres comme la vôtre et d'autres youtubeurs qui sont libres comment? Pas en véhiculant le même message, mais d'accueillir la thèse et l'antithèse. Voilà. Celui qui accuse et celui qui a le droit de réponse. Et heureusement, donc ces gens s'orientent vers ça. Or, on est en train de critiquer Poutine avec des oligarques, mais nous avons nos propres oligarques médiatique. Certes. Vous savez ce que ça s'appelle, ça, cette démarche? Il y a des gens qui adoptent la thèse et l'antithèse, et d'autres qui préfèrent la prothèse. Voilà, c'est tout le problème. Parfait. Lucien. Écoutez, merci. Merci beaucoup, Mehdi. Et on va à Auxerre pour retrouver Karl. Bonjour, Karl. Oui, bonjour, Karl. On vous écoute. Bonjour. Bonjour Pierre, alors, un grand bonjour à Charles d'Anjou que j'avais rencontré à Donetsk, et j'ai une question pour Pierre Conessa concernant la révolution du Maïdan, puisque vous êtes pour l'armement de l'Ukraine. Que pensez-vous du traitement de l'article 111 de la Constitution ukrainienne? Je suis désolé, je la connais pas. Alors, qu'est-ce que c'est que cet article 111? Oui, absolument. Alors, l'article 111, c'est la destitution du président ukrainien qui doit être fait aux 3/4 du vote de l'Assemblée et qui n'a pas été obtenu aux 3/4. Donc, le président ukrainien n'a pas été destitué légalement et constitutionnellement. Oui, ça s'appelle une révolution, oui. Oui. Non, je vois pas votre question. Parce que, effectivement, la représentativité de Zelensky n'est pas véritablement contestable. Ça, il n'y a pas de problème. Encore une fois, on est sur quelque chose où il y avait eu... Rappelez-vous qu'avec la révolution de Maïdan commence effectivement la conflictualité, c'est-à-dire qu'effectivement, avec le renversement de régime, les russophones de l'Est commencent à bouger et puis commence effectivement à ce moment-là quelque chose qui est une guerre larvée mais qui n'a pas son nom. Il y a eu quand même 14 000 morts à la frontière jusqu'à l'intervention russe. Ouais. Donc on était face à une situation où les Français et Allemands avaient essayé de proposer les accords de Minsk qui n'ont pas été respectés. Pardon ? Je vous arrête parce que l'OSCE, qui est donc l'organisme de contrôle donc sur place, a toujours démenti une intervention russe à partir de 2014. Donc vous ne pouvez pas dire qu'il y a eu une intervention russe en 2014. Je n'ai pas dit qu'il y avait une intervention russe, c'est pas ce que j'ai dit. Ouais. J'ai dit qu'à ce moment-là, les russophones se sont sentis méprisés, négligés, en fait tout ce qu'on veut. Bref, ils ont commencé à bouger, mais j'ai jamais dit que les Russes étaient intervenus. Cela dit, s'ils l'ont fait, ils l'ont fait discrètement. En tout cas, moi, j'ai aucune information sur le sujet, je ne le mentionne pas. Donc quand on est face à quelque chose, effectivement, où, vous savez, les révolutions, nous, on a du mal à ne pas en parler, puisqu'effectivement, c'est l'heure de gloire de la France, c'est la révolution. Vous savez, même quand il y a Nuit debout, on parle de révolution en France. Donc, j'arrête là, si vous voulez. Effectivement, il y a eu un renversement de régime, et je crois que Zelensky a quand même une représentativité qui n'est pas discutable aujourd'hui. Merci beaucoup, Karl. Et on va à Clichy, pas loin d'ici, pour accueillir Sébastien. Bonjour, Sébastien. Oui, bonjour à tous. Oui, bonjour, Sébastien. Voilà, j'entends parler de l'invasion de l'Ukraine par la Russie, mais je me pose quand même une question de qui a agressé qui, parce que si on en croit les révélations d'un journaliste américain, Seymour Hersh, récemment, il a affirmé que la destruction du gazoduc Nord Stream 2 le 26 septembre dernier était le fruit d'une action militaire américaine
planifié dès fin 2021, c'est-à-dire bien avant l'intervention russe en Ukraine. Donc, est-ce qu'on peut pas parler de légitime défense? Et deuxième point, simplement avec notre parti, moi je suis de Solidarité et Progrès, le parti Jacques Cheminade, on a envoyé une demande à tous les députés français pour engager une commission d'enquête sur le sabotage de Nord Stream et déterminer s'il n'y a pas eu un acte de guerre avant cette soi-disant invasion ukrainienne par la Russie. Alors écoutez, je ne sais pas. Oui, alors juste un mot, je ne sache pas que ça a été fait, même ces mots herches, alors peut-être que Pierre Conessa ou Charles Lanjou me corrigeront, ou d'ailleurs, ou David Carbonel. À ma connaissance, ça n'a pas été décidé avant le 24 février 2020, ou alors effectivement au moment de Nord Stream ils se sont décidés, l'Amérique avait décidé cela, enfin selon en tout cas les déclarations de Sermon Hersh sont à vérifier. Je ne dis pas qu'elles sont fausses, je dis simplement qu'on atteint la vérification totale. Je ne sais pas si vous avez une connaissance, Pierre Conessa ou Charles Lanjou, là-dessus. Aucune. Non, je n'étais pas là, j'ai un alibi. C'est pas vous qui avez saboté Nord Stream. C'est pas moi. Non, je crois que le problème se pose autrement. Lucien. C'est quand même un acte de guerre contre l'Europe. Oui, mais faut-il savoir s'il a été fait avant ou après? Bien sûr. Encore faut-il, Selon lui, l'acte était planifié vous avez raison, Sébastien, mais on ne peut pas, même si c'est mon cher, c'est un très grand journaliste je crois que oui. Oui, et à ce moment-là, oui, mais ça ne suffit pas pour dire, ça y est, on le sait, on a la preuve absolue. Voilà, il faut, ce n'est pas pour défendre qui que ce soit, la CIA ou autre, mais on ne peut pas baser ça. On ne sait pas non plus qui a assassiné Kennedy, Martin Luther King, Bob Kennedy, qui a menti sur les armes de destruction massive. Oui. On ne saura jamais rien à ce moment-là. Non, mais c'est-à-dire, on ne sait pas parce qu'on ne saura jamais rien, c'est qu'il faut foncer tout de suite sur telle ou telle théorie. Oui, l'assassinat de Kennedy, personne ne sait qui a assassiné Kennedy aujourd'hui. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Non. Donc, alors après, on peut aller dans les théories du complot. On peut aller dans les théories du complot et commencer là-dessus, et on peut s'amuser avec ça. Mais c'est pas le problème. Oui, merci. Merci beaucoup, Sébastien. On va à Aix-en-Provence avec Christophe. Bonjour, Christophe. Bonjour à tous. Je ne suis pas complotiste, mais je précise, c'est le petit Astérix, et je salue le boulanger d'Odessa. Alors moi j'ai une petite question de Candide. Bon, vous savez qu'à Marseille, à Aix, mais à Paris aussi, on aime bien le football. Ouais. Et il y a un nouveau crack qui est arrivé à Marseille, vraiment excellent, très bon joueur, très solide. Il a 30 ans. Il est ukrainien. Oui. Et moi, je me pose la question de savoir pourquoi des hommes en pleine force de l'âge. Attention, je souhaite à personne d'aller au front. C'est pas la question. Mais il y a un truc, on nous rabâche tous les jours que les Ukrainiens défendent leur... je vais finir ma question. Allez-y. Donc que les Ukrainiens défendent bec et ongle la terre d'Ukraine. Eh bien, nous avons un jeune homme que je connais pas, qui est très bon, c'est très bien. Il se défend bec et ongle pour que l'OM l'emporte sur le PSG. Et puis, autre chose subsidiaire, ce soir, il y a toute une équipe, donc le Shakhtar de Donetsk. Alors, je sais bien qu'il y a des mercenaires, mais il y a des Ukrainiens dans cette équipe. Et puis, ces gens-là, ils sont pas au fond. Alors, il y a un truc que je comprends pas tout à fait. Alors, et je pense, pour finir ma question, je pense qu'il y a beaucoup de minorités roumaines, tchèques, polonaises, baltes au sein de l'Ukraine, mais beaucoup moins des Ukrainiens qui sont au front. Voilà, c'était une question bête. D'accord, non, c'est votre question. Il n'y a pas de question bête ou pas bête. Charles Danjou. Non, mais sur la question des mobilisations, la mobilisation, ça concerne les Ukrainiens et les Russes. Les Ukrainiens ont fait 3 mobilisations et on le voit des deux côtés. Quand on a un peu d'argent, qu'on représente quelque chose, qu'on a un réseau, etc., eh bien, on peut se soustraire. Et il y a un certain nombre de fils de la bonne société, qui avaient des moyens, qui ont pu partir avant d'être mobilisés et qui se sont réfugiés à l'étranger pour éviter d'être mobilisés. Alors, ce qui est intéressant sur la mobilisation, c'est que quand même la grande majorité des mobilisés sont partis au front et ont envie de se battre, quoi. Donc c'est Oui, honnêtement, ce n'est pas les gens qui arrivent en immigration et qui laissent femmes et enfants. Ce n'est pas la majorité, c'est le moins que l'on puisse dire. Pierre Conessa.
Oh, vous savez, de temps en temps, quand on s'amuse à comparer l'origine des joueurs du PSG, si vous voulez, on se demande si c'est une équipe parisienne. Donc, arrêtons avec les étrangers. Voilà. Tout à fait. Juste, alors, je voudrais demander à chacun d'entre vous et à David Carbonel aussi, bien sûr, mais très rapidement. Malheureusement, nous arrivons en fin d'émission et on en fera d'autres parce que c'est passionnant. Pierre Conessa, en 2 mots, une négociation, on sait qu'elle est absolument indispensable parce que ni vainqueur ni vaincu à un moment donné, ou alors ce sera la paix des cimetières. Elle peut être, aujourd'hui, elle est envisageable ou pas? Le point de blocage, effectivement, c'est qu'il faut donner le sentiment, ou que Poutine puisse donner le sentiment à son peuple qu'il n'a pas perdu cette guerre. Donc, est-ce que ça va jouer sur des gains territoriaux, sur des statuts, sur une architecture de sécurité en Europe? Il y a énormément de dossiers qui peuvent s'ouvrir pour qu'on ne rate pas ce qu'on a raté en 92, c'est-à-dire... Vous savez, à ce moment-là, la Russie, l'URSS disparut, la Russie ne comptait plus, etc., etc. Donc, s'il y a un fait géopolitique, la Russie sera encore là dans 10 ans, dans 15 ans, dans 20 ans. Donc, il faut quelque chose qui s'inscrive dans la durée. Et donc, les modalités de cette reprise de négociation, évidemment, en arrière-fond, il y a la guerre, mais il y a surtout cette conviction dont il faut convaincre Poutine que, effectivement, on veut pas de mal à la Russie, on veut l'intégrer dans le concert des nations. Quand on a bombardé le Kosovo, qui était par nature une propriété serbe, si vous voulez, et les Serbes étaient les plus proches, si vous voulez, de la Russie, regardez, aujourd'hui, ils refusent d'appliquer les sanctions, on n'a jamais cherché à associer les Russes à la gestion de la crise yougoslave. Or, c'était le moindre des choses que de considérer que, bon. Donc, on a fait des fautes, il faut pas qu'on les recommence. Et pour ne pas les recommencer, il faut prendre la chose, si vous voulez, sous un angle assez large. Ouais. Ne pas penser à en finir à démembrer la Russie d'un côté et à en finir avec l'Ukraine de l'autre. Charles d'Anjou. Moi, je pense que l'Ukraine tient grâce à la volonté de son peuple et de ses soldats, mais aussi grâce aux aides occidentales et à la volonté américaine de pousser le conflit, de prolonger le conflit avec la Russie. Quand les Américains auront décidé qu'ils profitent d'ailleurs de la guerre, puisque les pays d'Europe de l'Est donnent leurs arsenaux soviétiques, les avions, les chars, l'artillerie aux Ukrainiens, mais tout ça est remplacé par du matériel américain. Et on sait que M. Conesa est spécialiste du sujet. Le complexe militaro-industriel américain a besoin de guerre régulièrement pour que les usines tournent. Donc, simplement, c'est la situation à l'instant T. Peut-être que dans 6 mois, les Américains ont décidé que ça suffit, que l'ennemi principal maintenant c'est la Chine, il faut se concentrer sur la Chine, et que pour se concentrer sur la Chine, ils ont besoin d'un accord avec la Russie sur l'Ukraine. Et à ce moment-là, s'ils décident de débrancher M. Zelensky, eh bien M. Zelensky, malgré toute la force et la volonté du peuple et de l'armée ukrainienne, ne pourra plus faire grand-chose. Et à mon avis, la question, c'est pas que tout le monde sortira victorieux de cette guerre. Simplement, penser que les Russes veulent aller jusqu'à Lviv, c'est à mon avis une erreur assez grossière. Je pense que sur le terrain, la question est, les Russes pourront-ils aller jusqu'au Dniepr, c'est-à-dire quasiment jusqu'à Kiev, ou pas? Voilà, ça va se jouer sur le... En tout cas, ça, encore une fois, on verra. Puis il s'agit de ne pas perdre la face. David Carbonel, juste un mot. Est-ce que vous avez envie, vous, de retourner à faire ce que vous faisiez? Oui, je vais retourner. Alors, juste en 2 mots, ma vie est ici, mon cœur est ici, donc terminerai avec Slava Ukraine. D'accord. Eh bien, écoutez, c'est tout à fait, effectivement, c'est le mot, non pas de la fin, mais le mot de la continuité, peut-être. Moi, je voudrais que tous les décideurs de la planète se souviennent de l'expérience afghane. L'expérience afghane, c'est les Anglais qui se font gonfler au 19e siècle, les Russes 10 ans pour finalement se faire chasser, les Américains 20 ans. Et c'était les grandes puissances du moment. C'est-à-dire qu'encore une fois, si on n'a pas une analyse géopolitique de la crise avant de commencer d'envoyer des troupes, la plupart du temps, on perd la guerre. Malheureusement, ça a peut-être été le cas cette fois-ci, mais espérons qu'il n'y ait ni vainqueur ni vaincu. Ce serait en tout cas le mieux pour que les peuples, qu'on ne se batte pas jusqu'au dernier Ukrainien, ou jusqu'au dernier Russe, ou jusqu'au dernier Européen. Merci, chers auditeurs, d'être toujours aussi nombreux à nous écouter. Et merci à Pierre Conessa, ancien fonctionnaire au ministère de la Défense, auteur de Dr Saoud et Mr Djihad. Merci à David Carbonel, français résident à Odessa, et à Charles d'Anjou, le président d'Omerta. Tout de suite, l'émission de Brigitte Lahaye. À tout de suite sur Sud Radio.